Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun. Bonjour, c'est à un sursaut de réalisme que nous vous convions aujourd'hui. Si j'étais près de vous, je m'approcherais doucement, je vous prendrais le menton, je vous regarderais droit dans les yeux et je vous dirais « Écoute, ce qui va suivre, cela va changer ta vision du monde ». Soyons clairs, notre situation globale n'est pas réjouissante. Le climat s'emballe, la biodiversité disparaît, l'économie mondiale est au bord de la crise cardiaque et les tensions sociales et géopolitiques se multiplient partout. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes ces crises sont connectées et que, pour faire simple, nous approchons d'un effondrement global. La bonne, c'est que c'est peut-être une formidable opportunité d'apprendre à vivre ensemble autrement. Nous recevons donc deux catastrophistes assumés aujourd'hui dans C'est pas du vent, co-auteurs de Comment tout peut s'effondrer, publié dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël Stevens, avec votre bureau de consultant Greenlop basé en Belgique, vous accompagnez les entreprises vers des stratégies durables. Et Pablo Servigne, vous êtes ingénieur agronome et docteur en biologie. Vous avez donc publié tous les deux ce livre, Comment tout peut s'effondrer, dont je vous propose de lire un extrait juste pour planter le décor. Si l'on prend la métaphore de la voiture, alors que l'accélération n'a jamais été si forte, le niveau de carburant indique qu'on est sur la réserve et que le moteur, à bout de souffle, se met à fumer et à tousser. Grisés par la vitesse, nous quittons la piste balisée et des vallons avec une visibilité quasi nulle, une pente abrupte truffée d'obstacles. Certains passagers se rendent compte que la voiture est très fragile, mais apparemment pas le conducteur qui continue à appuyer sur le champignon. Alors la question, c'est qui est le conducteur ? La grande question. Pablo Servigne. Eh bien, on n'est pas trop partisan du gros complot. Je pense que c'est pas vers ça qu'il faut partir, mais on a parlé dans le livre d'élite économique et politique, et et médiatique, on peut aussi identifier des acteurs clés qui ont le pouvoir et qui prennent des décisions à un moment donné. Il y a un travail d'historien d'ailleurs très intéressant qui montre que toutes les grandes décisions qui ont été prises, par exemple le choix du moteur à explosion et des énergies fossiles, c'était un choix assumé, et voilà, maintenant les historiens le montrent bien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le pouvoir et qui font des choix dont les conséquences après ont des répercussions graves sur beaucoup de monde. Mais nous sommes vraiment dans cette situation-là, Raphaël Stevens ? Mais tout à fait. On est dans cette voiture un peu folle. Et c'est vrai que on se pose la question du réservoir d'essence d'abord. Hein. Première chose, c'est savoir si on a encore assez de carburant pour continuer notre aventure telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, donc là on parle clairement de l'énergie. On parle clairement effectivement des énergies fossiles en particulier, hein, qui sont vraiment la base, le socle sur lequel notre société se repose. On peut par exemple dire que sans les énergies fossiles, on n'aurait pas les 400 personnes, la force musculaire de 400 esclaves énergétiques qui sont au jour le jour là pour soutenir toutes nos activités en fait. Et donc chacun de nous a 400 esclaves énergétiques. Chacun de nous, chaque personne, en tout cas dans le mode occidental, évidemment. Dans nos pays, on repose sur cette force incroyable. Ils ne rentreraient pas tous dans ce studio. Voilà. Mais vous dites que, donc, ça, on sait qu'on a quand même un problème d'accès aux énergies fossiles qui va devenir de plus en plus important, puisqu'elles vont devenir de plus en plus rares, de plus en plus chères, même si actuellement, il y a un jeu géopolitique qui fait que le prix du pétrole n'est pas très élevé. Mais ce qui est inquiétant, c'est que vous dites que le monde actuel qui est donc construit autour du pétrole, en fait, on ne va pas pouvoir remplacer ce pétrole parce que on n'aura pas assez de minerais et d'énergie fossile justement pour développer massivement les énergies renouvelables qui pourraient être des substitutions. Donc on se trompe quand on parle de croissance verte, d'énergie renouvelable comme étant une alternative à cette difficulté énergétique. Mais il y a un peu un mythe de la substitution qui veut, c'est l'histoire qu'on se raconte, qui veut qu'on trouvera toujours quelque chose. Ils nous trouveront toujours quelque chose pour pallier au manque. En fait, on se rend compte quand on regarde un peu, on épluche toute cette littérature scientifique sur l'énergie, sur les ressources, qu'on est face à des pénuries imminentes d'énergie, mais aussi de ressources de minerais. Et en fait,
ce qu'on montre dans le livre, c'est que tout est lié, tout est interdépendant. Et si on manque de minerais, de métaux rares, d'argent, l'indium, l'argent, le minerai argent qui est une des composantes des pales d'éoliennes, par exemple, et il nous reste au rythme actuel d'extraction 8 à 10 ans d'argent, c'est fou. Ça veut dire que tout le système des énergies renouvelables, ou même du nucléaire, pour faire une centrale nucléaire, il faut du béton, il faut des ingénieurs, il faut des voitures, des bulldozers, du caoutchouc, il faut payer des armées, de l'uranium. Il faut de l'uranium, il faut traiter cet uranium, il faut beaucoup d'énergie. Et en fait, toute cette puissance énergétique est fournie par les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole et le charbon. Une autre manière de voir les choses, c'est de constater que le système industriel des énergies renouvelables ou même du nucléaire ne sont que des extensions du système des énergies fossiles. Et tout le cœur de notre civilisation, c'est ça, c'est le système énergétique d'extraction et de combustion des énergies fossiles. Et ça c'est nouveau dans le livre, il y a peu de personnes qui le disent, ce système énergétique est couplé à un système financier. Et les deux sont très interdépendants. Si la finance s'effondre, le système énergétique s'effondre et inversement. Oui, parce que vous écrivez même que la menace la plus urgente finalement pour notre moteur, ça serait pas la pénurie énergétique, mais le système financier mondial. Exact. Et il est très fragile. Il est actuellement très fragile. Il est au bord du gouffre. Là, on est au bord du précipice au niveau financier. Comment on peut le démontrer simplement ça? Simplement, vous regardez par exemple l'impression monétaire actuelle, les taux d'intérêt qui sont au plus bas, notamment, tout ça ce sont des artifices des banquiers centraux pour faire perdurer le système qui fonctionne grâce à la dette, grâce au crédit. Sans dette en fait, il n'est pas possible d'aller chercher toutes ces énergies fossiles plus loin, plus profond. Il n'est pas possible de construire des énergies renouvelables. Tout notre système est basé sur cette capacité à s'endetter pour continuer. Et comme effectivement, les banquiers centraux aujourd'hui, il y a un vrai problème de liquidité dans le système, même si la masse monétaire est très très importante, il y a un problème de liquidité parce qu'il y a de moins en moins de crédits de particuliers notamment. C'est aujourd'hui très très difficile et du coup, il y a un endettement qui se fait et qui est transféré aux États. La plupart des États occidentaux aujourd'hui sont de plus en plus endettés et ont des problèmes pour rembourser cette dette à long terme. Donc finalement on reporte notre confort, notre bien-être est reporté. Les conséquences de nos modes de vie sont reportées sur les générations futures. On vit à crédit. Alors vous écrivez que nous vivons donc probablement les derniers tout sautements du moteur de notre civilisation industrielle avant, c'est écrit clairement, son extinction. Alors ça, c'est pour reprendre la métaphore de la voiture qui nous a semblé intéressante, parce qu'on entend souvent que notre société va droit dans le mur. Alors, c'est une image parlante, mais elle est assez imprécise. On a voulu justement l'améliorer. Et nous, ce qu'on a montré en classant, en analysant toutes ces crises, on va dire, ces problèmes auxquels on fait face, c'est que le moteur, dans ce que je viens de décrire sur l'énergie et la finance, c'est le moteur, le cœur de notre civilisation thermo-industrielle. Et on a un gros problème, c'est pas un mur, c'est que le réservoir d'essence est vide. Donc la voiture va s'arrêter. C'est l'extinction du moteur. Elle va faire quelques mètres et ça va s'arrêter. Le deuxième problème auquel on fait face, c'est pas un mur, c'est qu'on est sorti de la route. Là, on va peut-être y venir tout à l'heure, mais c'est le fait que, la puissance de notre voiture, de notre civilisation, a déstabilisé tous les écosystèmes et le climat, tous les systèmes sur lesquels on repose, qui nous permettent de vivre. Le système Terre, on l'appelle. Et donc, au niveau du climat, au niveau de la biodiversité, on a franchi des seuils de non-retour et on a provoqué déjà, actuellement, des effondrements. Le cycle de l'azote et du phosphore ont déjà été déréglés de manière irréversible. C'est-à-dire que on est sorti de la route et on commence à aller sur un terrain dans le brouillard, avec plein d'obstacles, un terrain inconnu. Et c'est ça actuellement la situation de notre voiture. Et tout ça, le dénominateur commun de tous ces problèmes, c'est l'accélération du véhicule. Et en fait, depuis certaines dates, l'époque de la grande accélération à l'invention de la machine à vapeur, le charbon, mais la grande accélération, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les indicateurs de notre société, que ce soit la population, le PIB, le nombre de touristes, le nombre de téléphones portables, le nombre de la consommation de papier, etc., les nombres de dettes, la dette
Tout ça est parti en exponentiel. Et il n'y a que en mathématiques où l'exponentiel peut aller jusqu'au ciel. Et dans le monde réel, il y a des plafonds. Et donc l'enjeu, ce qui caractérise notre époque, aujourd'hui, l'écologie d'aujourd'hui, c'est de savoir où se trouvent les plafonds, est-ce qu'on l'a déjà dépassé ou pas. Et donc l'accélération, c'est le problème du moteur. Vous savez, sur l'autoroute, quand on accélère, on se rend pas compte de l'essence qu'on dépense, on se rend pas compte des animaux qu'on écrase, on se rend pas compte de tout le gaz d'échappement qui sort. Nous, on est tranquille, les yeux rivés sur le GPS et sur l'émission de radio. Oui, sauf que cette perte massive de biodiversité a déjà des conséquences gravissimes, comme nous le rappelle le biologiste Gilles Boeuf. En 2007, sur le riz en Chine, un virus s'attaque aux populations de riz. Ce sont des famines terribles. On va devoir tester 6350 variétés de riz pour en trouver une qui résiste au virus et qui fait aujourd'hui 100 000 km² de culture de riz en Asie. Et c'est là que la biodiversité est fondamentale, même au sein d'une espèce. À quoi elle sert finalement ? Elle sert quelque part au fait que si le monde ne changeait jamais, après tout, ça serait pas très important. Mais ça change en permanence. Et l'humain est en train, en permanence, de créer des conditions de changement beaucoup plus grandes qu'auparavant. Et bien, quelque part, dans une vallée des Andes ou une plaine perdue de l'Himalaya, on a la réponse au changement que l'on va vivre. Et pour ça, il faut aller chercher la variété, l'espèce, qui permettra de répondre à cette agression, dans les temps compatibles avec, bien sûr, une survie de l'humanité. Donc c'est là que cette diversité, elle est vitale. Et enfin, je l'ai souvent raconté chez vous, vous savez très bien, un corps humain, là, on est 4 dans cette pièce, on a au moins 100 fois plus de bactéries sur nous et dans nous que de cellules humaines. Chaque corps humain est une ode à la diversité biologique. Et pour terminer sur ce registre-là, on connaît à peu près 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940, toutes liées soit à des pertes de diversité biologique, soit à des questions de dérèglement climatique. Ce qui veut dire que l'humain, baigné intimement dans cette diversité, ne peut pas s'en passer. On doit faire avec. Je raconte souvent l'histoire de 13 prix Nobel de médecine acquis grâce à des modèles qu'on aurait balayés auparavant. Qui aurait voulu conserver il y a 15 ans une étoile de mer, par exemple, ou bien un oursin. Le plus bel exemple, c'est une bestiole qui vit un mammifère en Afrique de l'Est qui s'appelle le rat taupe nu. Mais moche comme c'est pas possible, ce truc. On l'aurait écrasé, on l'aurait jeté. Il vit dans des terriers, il n'intéresse personne, il n'a pas de poils. Et c'est un rongeur qui vit plus de 50 ans. On commence à le regarder, il ne développe jamais de cancer. C'est une fabuleuse espèce d'étude pour comprendre les phénomènes de cancérisation ou pas. On a une petite palourde marine récemment qui a vécu 500 années. Donc c'est là qu'il faut chercher ces étrangetés qui vont nous servir à comprendre les mécanismes naturels qui sont fondamentaux. Et oui, nous avons besoin de cette biodiversité et des services rendus par les écosystèmes. Raphaël Stevens, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Et pourtant, nous franchissons la frontière de leur disparition de jour en jour. Ça s'accroît. Ah oui, tout à fait. Nous avons besoin des écosystèmes, de la biodiversité, mais la biodiversité, les écosystèmes, le système Terre n'a pas besoin de nous pour vivre. Donc c'est vraiment essentiel de trouver les moyens de le préserver et d'y faire attention. Mais là aussi, on est au bord de l'effondrement ? Alors oui, les nouvelles sont pas du tout bonnes de ce côté-là. Prenons les océans par exemple. On sait que l'océan Pacifique est dans un état délabrement assez pitoyable, d'effondrement réel. Beaucoup d'écologues nous parlent d'effondrement de population de poissons. D'oiseaux, d'insectes, partout. On prend ici. Moi, je suis belge, donc et petit, on a l'habitude de prendre notre voiture pendant les grandes vacances pour aller dans le sud de la France. Et quand on prenait la voiture dans les années 80, je me souviens avoir le pare-brise rempli d'insectes. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Quand on prend notre voiture pour descendre dans le sud, eh bien, on ne voit plus tous ces insectes. Alors où sont-ils ? Ont-ils disparu ? Ont-ils déserté seulement les autoroutes ? Ou bien ont-ils tout simplement diminué en nombre ? On arrive au fameux printemps silencieux de Rachel Carson qu'il avait prévu dans les années 70 quand elle avait écrit son livre sur les pesticides. On s'était dit, oh là, elle exagère quand même. Et puis finalement, ce printemps silencieux s'installe petit à petit. Mais on y est. Les spécialistes, les écologues qui travaillent sur les forêts tropicales le disent. Il y a plus d'animaux, de grands animaux. C'est difficile d'en voir. Les entomologistes nous décrivent des effondrements de population d'insectes. Moi, j'ai un chiffre en tête qui me
qui me hante, c'est 90% de la biomasse des grands poissons a disparu depuis l'ère industrielle. 90%. On en est là. Donc il y a des territoires entiers en mer qui sont vides, des zones mortes où il n'y a plus de vie. On a déjà passé, on a provoqué des effondrements. Et alors ce qu'on découvre dans le livre et ce qu'on décrit, ce qui est assez nouveau en fait, il n'y a pas beaucoup d'analyse là-dessus, c'est qu'il y a des effets en cascade. C'est-à-dire qu'un effondrement peut provoquer d'autres effondrements. Et dans une sorte d'effet boule de neige, non seulement au sein des écosystèmes, mais en plus, l'effet domino là, peut arriver entre les grands thèmes, les grands problèmes, par exemple le climat, les ressources, la biodiversité, l'énergie, tout ça, on les analyse de manière cloisonnée. Et les scientifiques, les premiers, tout est cloisonné en sciences. Mais oui, parce que chacun sa spécialité. Voilà, chacun. Et dans mais les médias aussi. autour du climat, on a vu quand même des gens de différentes disciplines se mettre à parler ensemble. Ça commence, oui, en sciences, ça commence. Il y a des dialogues qui s'installent, qui sont assez difficiles. Mais moi, j'ai rarement vu dans les médias, par exemple, invité à la même émission un spécialiste du pic pétrolier, un spécialiste du climat, un spécialiste de la biodiversité, un spécialiste de la sécurité alimentaire, et tous faire des liens. Il y a un exemple assez parlant, c'est le virus Ebola, qui, une des hypothèses de son développement, ça a été la destruction des forêts tropicales qui tamponnent les populations de virus. Et donc le virus est parti avec les chauves-souris qui trouvaient plus d'habitat et a infecté donc les humains, comme on sait. Ça s'est